Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. D'abord, on commence par regarder un nouvel épisode de notre série La famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire Le Clémy. On découvre ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Jeanne, au programme aujourd'hui, vous nous parlez des nouveaux modes de lecture à l'âge des téléphones portables et des réseaux sociaux. Absolument. Comment le numérique bouleverse nos habitudes de lecture? Est-ce que lire et scroller sont antinomiques? Bref, on va se poser plein de questions tout à l'heure. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre chiffre du jour. Les 18-24 ans étaient plus de 20% à être concernés par la dépression en 2021 contre 11% en 2017. La santé des jeunes, la santé mentale des jeunes se dégrade. Et c'est encore un tabou, vous allez le voir. On en parle avec notre invité aujourd'hui. On va lui poser la question. Quelles en sont les raisons? Comment y remédier? Il s'appelle Geoffroy Verza. Bonjour Geoffroy, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'école du futur. Vous êtes le cofondateur de TIL. Vous allez nous présenter ce que vous faites avec TIL dans un instant, juste après le focus. Et on commence par regarder d'abord un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire Le Clémy. Au programme aujourd'hui, Myriam dégaine son arme secrète pour contrôler les écrans à la maison et même ceux qui pensaient être à l'abri, vous allez le voir, vont être sevrés d'écran. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en plein niveau. On l'avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina. Oh non, c'est ça. Juju. Pourquoi il y a plus ici? Oh non, c'est noir. Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, moi. Je parie qu'ils jouent en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. 75% des troubles psychiques apparaissent entre 15 et 25 ans, selon Santé Psy Jeune. Alors, si votre ado ne se sent pas bien, s'il n'a plus le goût de rien ou s'il voudrait mieux comprendre ce qu'il se passe là-haut dans sa tête, on va tenter aujourd'hui de vous donner quelques pistes pour mieux comprendre la santé mentale de votre adolescent. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui en duplex avec nous pour en parler, Geoffroy Verza. Vous êtes le cofondateur de TIL. On va parler des jeunes dans un instant, mais d'abord je voudrais revenir sur TIL, votre entreprise, une plateforme de santé mentale dédiée aux collaborateurs des entreprises. Vous dites utiliser la technologie et les sciences cognitives et comportementales pour engager et soutenir les salariés, transformer aussi la culture de leurs entreprises, prévenir les risques. Comment est-ce que ça marche, Geoffroy ? Alors bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Donc effectivement, on a créé TIL il y a 3 ans avec mes associés dans le but de démocratiser la santé mentale. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait encore énormément de tabous sur les sujets de santé mentale. Beaucoup de gens qui ont peur du terme, qui ont peur du fait de voir un psychologue et qui surtout n'ont pas de solution à leur disposition pour pouvoir prendre soin de leur santé mentale. Et donc aujourd'hui, TIL, c'est la première plateforme de santé mentale au service des collaborateurs, donc c'est-à-dire les employés, et des organisations aussi, puisque l'entreprise a aussi une grosse mission en termes de protection de la santé mentale de ses collaborateurs. La santé mentale en entreprise, Geoffroy, pardon, je vous coupe, mais c'est un sujet qu'on devrait en fait tous prendre au sérieux. Ça paraît quand même être un marché assez nouveau, notamment en France, non ? Alors absolument, en fait, c'est un marché qui a explosé après le Covid, mais les problèmes de santé mentale existaient bien avant le Covid. Le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a mis un feu de projecteur sur des problèmes très importants qui touchent énormément de personnes.
on pense que la santé mentale, ça touche peut-être qu'une minorité, mais en réalité, et d'ailleurs vous le disiez en introduction, le nombre de jeunes qui sont touchés par ce problème, c'est nous, avec nos datas, on voit qu'il y a quasiment une personne sur 2 qui a souffert de troubles psychologiques dans les 12 derniers mois, de façon modérée ou sévère. Vous avez réalisé en 2023 avec TIL une levée de fonds de 10 millions d'euros, un signal important en Europe où le financement du secteur de la santé mentale, on en parlait il y a un instant, se situe quand même loin derrière les pays anglo-saxons. Est-ce que vous diriez, Geoffroy, que c'est une question de culture, de tabou aussi en France ? Absolument, c'est vraiment une question de tabou. En France, il y a une donnée qui est intéressante, c'est que pratiquement 2 personnes sur 3 pense qu'une personne qui prend soin de sa santé mentale est dangereuse pour elle-même ou pour les autres, alors que c'est à peine 20% aux États-Unis. Et donc on voit bien qu'il y a tout un travail d'évangélisation, d'éducation à faire sur ce sujet. Et c'est pour ça que c'est très bien que aussi les jeunes, les écoles, les universités s'emparent de ce problème-là pour faire en sorte que sur le long terme, chacun puisse avoir un petit peu moins peur de ce terme-là et du coup ait plus envie d'aller vers des solutions qui vont les aider au quotidien. Parce que c'est un coût derrière qui coûte énormément à la société. La santé mentale des collaborateurs, effectivement, vous en parlez. Et puis, pour prendre le sujet à la racine, celle des jeunes, au programme aujourd'hui dans l'émission, promouvoir la santé mentale, prévenir aussi l'apparition de troubles psychiques, lutter contre la stigmatisation aussi, des enjeux de santé publique majeurs sur lesquels vous souhaitez vous engager. C'est au cœur de votre action avec TIL. Absolument. Nous, notre action principale, elle est auprès des entreprises, puisque pour une entreprise, il faut avoir en tête que la santé mentale, ça coûte environ 3 000 € par an par collaborateur. Donc si vous avez une entreprise de 1000 salariés, par exemple, vous dépensez chaque année 3 millions d'euros pour cause d'absentéisme, pour cause de départ des collaborateurs ou pour cause de collaborateurs qui sont moins productifs. Et donc ça, c'est la partie qui est concernée par les entreprises. Mais derrière la société en elle-même, que ce soit à travers la sécurité sociale ou à travers simplement le mal-être des gens, le problème de la santé mentale, il est global. Et donc nous, notre volonté, chez TIL, la raison pour laquelle on a créé TIL à la base, c'est vraiment de démocratiser la santé mentale, faire en sorte de l'associer à des notions beaucoup plus positives. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche, comment vous mettez en lien les employeurs, le personnel de la santé mentale, les employés, pour que ce soit bien clair. TIL. En fait, on va avoir une action à 3 niveaux. On va accompagner les collaborateurs, les managers et les organisations. Donc les collaborateurs, quels qu'ils soient, ils vont avoir accès à la solution TIL qui leur permet, d'évaluer leur bien-être mental. Donc on a créé un indice de santé mentale qui permet de vraiment comprendre ses besoins, de pouvoir accéder à des programmes de thérapie digitale, donc très facilement accessibles et personnalisés, et de pouvoir prendre rendez-vous aussi avec un expert que nous, on a sélectionné. Donc ça, c'est tout l'accompagnement pour les collaborateurs. Et en parallèle de ça, on va faire des formations de l'entreprise, on va mettre accès au RH à de la data totalement sécurisée, totalement confidentielle, pour agir le plus en amont du risque possible et modifier la culture d'entreprise dans un sens qui protège la santé mentale des collaborateurs. On va revenir sur le sujet des jeunes, parce que c'est vrai qu'entre harcèlement scolaire, mal-être enseignant, jamais les besoins en médecins, en infirmières, en psychologues aussi scolaires n'ont été aussi importants. L'éducation nationale peine pourtant à recruter ces profils-là. L'école, pensez-vous, a-t-elle les mêmes moyens peut-être que les entreprises dont vous venez de parler à Jeanne, pour soutenir au mieux la santé mentale de leurs élèves ? Alors, il se trouve que chez TIL, on accompagne déjà notamment des universités ou des écoles dans le supérieur. Les 3 axes de notre action, donc la tech, la data et les sciences cognitives, finalement, elles ont vocation à s'adresser à tout le monde. Donc, pour l'instant, on a commencé par les entreprises. On élargit un petit peu le spectre avec les universités, mais évidemment, à terme, on pourra accompagner des étudiants, des écoliers, des professeurs, grâce aux 3 piliers que vous avez cités. Face au harcèlement scolaire, notamment, la communauté éducative Geoffroy a pour rôle absolu de protéger les élèves. C'est ce qu'a dit l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Il l'a fermement rappelé aux rectrices et aux recteurs, notamment réunis en urgence après la révélation de ce qu'on appelle, vous savez, le courrier de la honte. Les parents de Nicolas, un adolescent de 15 ans qui s'est donné la mort le 5 septembre dernier à Poissy. Ils avaient pourtant plusieurs fois alerté l'institution sur le fait que leur fils était harcelé par 2 de ses camarades au lycée.
santé. Qu'est-ce que cette situation dramatique, selon vous, révèle de l'état de l'accompagnement psychologique des jeunes, notamment à l'école, et plus largement de la considération de la société pour la santé mentale de la société? Je pense que c'est effectivement des problèmes dont on a entendu parler, mais qui sont vraiment très très larges. Vous le citiez en introduction, 20% des écoliers, des étudiants qui sont à risque de dépression. Donc vraiment, le sujet est très très grave. Et parmi ces sujets-là, évidemment, la question du harcèlement, elle est clé, elle est centrale. Et donc, ce qui est pour nous très important, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation à travers des formations auprès des professeurs, mais aussi directement auprès des écoliers et des étudiants le plus tôt possible. Puisque le plus tôt ils apprennent un petit peu à détecter les causes de harcèlement, à pouvoir agir dessus le plus intelligemment possible, le mieux on pourra sur le long terme réduire ces risques. Et donc c'est très très bien que finalement ce sujet soit sur le devant de la table, qu'on n'ait pas peur d'en parler et que derrière l'État, le gouvernement cherche à agir dessus. Et nous évidemment on est force de proposition pour essayer d'apporter des solutions. La sociologue Sidonie Vachet a mené une étude sur ce sujet dans les collèges et elle a constaté une inégalité de prise en charge du mal-être adolescent. Ces résultats montrent notamment que la souffrance est mal repérée chez les élèves ayant de bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils attirent beaucoup moins l'attention. À l'inverse, les élèves en décrochage sont considérés à tort en souffrance psychologique. Une différence que vous constatez aussi, Geoffroy, en entreprise au niveau des collaborateurs ? Alors, il y a effectivement une disparité assez forte chez les collaborateurs en fonction de divers facteurs. Ça va être par exemple l'âge, ça va être le sexe, ça va être le métier. Mais ce qu'on constate de façon très très forte, c'est que parmi la génération Z, enfin en tout cas celle qu'on appelle la génération Z, on va avoir des risques de départ de l'entreprise beaucoup plus marqués. On a pratiquement 70% des moins de 25 ans qui veulent protéger leur santé mentale en quittant potentiellement leur entreprise. Et donc ça, c'est un marqueur de danger assez fort pour les responsables des ressources humaines. Et c'est pour ça qu'ils font appel à une solution comme nous, pour essayer finalement de prévenir ce risque, d'améliorer la situation et éviter que leur talent aille dans une autre entreprise. Il y a des signaux d'alerte que vous conseillez d'écouter un petit peu plus que d'autres, Geoffroy, sur les sujets de souffrance psychique et psychologique ? Alors, ce qui est très compliqué avec ce sujet, effectivement, le gros défi, c'est que les gens, encore aujourd'hui, osent pas trop en parler. On disait en introduction le tabou qui est encore extrêmement fort. Et donc, c'est pour cette raison qu'à travers TIL, le point de départ pour nous de l'expérience d'un collaborateur sur TIL, c'est de pouvoir faire le bilan. Donc, chaque collaborateur va pouvoir avoir son indice de santé mentale, comprendre ses forces, ses vulnérabilités, et d'ailleurs avoir des solutions personnalisées qui vont lui être proposées. Donc, ce qui fait que le collaborateur peut devenir acteur de sa propre santé mentale et donc du coup prendre soin de lui avant qu'il soit trop tard. Et évidemment, le fait de décloisonner le sujet, de casser les tabous, va faire en sorte que je vais plus facilement oser en parler à mon collaborateur ou à un collègue, voire à mon manager, et donc du coup faire en sorte que collectivement, on arrive à prévenir les risques de façon plus efficace. Allez, on va continuer à parler de ce sujet dans un instant, Geoffroy, si vous voulez bien. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Bueno, sí. Mira quién llegó. Son 21. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo vengo? ¿Cómo estoy? Ojo, be careful, que ya llegué. ¿Y ahora ¿Cuándo es? Oiga. ¡Ay, sí!
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Geoffroy Verza, cofondateur de Teal. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, où en est la lecture à l'heure de l'Homo numericus? Aujourd'hui, vous nous emmenez dans ce qui change l'usage de nos téléphones portables et de nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change du côté de la pratique de nos lecteurs? Absolument, parce que à l'époque où une grande partie des intellectuels semblent déplorer qu'à mesure que la consommation des écrans augmente, le temps de lecture, lui, diminue, il semble plus juste de parler d'un changement de mode de lecture plutôt que d'un remplacement. La différence principale, selon le sociologue français Gérard Moget, c'est qu'on va passer d'une lecture dite dense et localisée, associée à une page de livre physique, à une lecture segmentée quand on scrolle ou quand on clique. Alors, changement pour le pire ou pour le meilleur, techniquement, on n'a jamais autant lu de contenu, on n'a jamais autant consommé de toute l'histoire de l'humanité, mais cela n'a pas que du bon. Autre sachant, le professeur de psychologie cognitive Thierry Bassiforme, lui, parle d'un danger de surcharge mnésique entraîné par notre boulimie visuelle, ainsi que de 30% de force de travail en moins perdue et d'attention altérée du fait de cette segmentation de notre attention. C'est particulièrement intéressant. Comment les écrivains s'adaptent justement à ces changements, Jeanne? Alors déjà par le changement du contenu. Si l'on n'a jamais autant consulté, on n'a aussi jamais autant écrit constamment à tout le monde. Et le SMS et les posts deviennent une véritable matière littéraire. Dernière parution en date, le 7 février, l'ouvrage de Nicolas Mathieu, cet écrivain qui avait été Goncourt en 2018, intitulé « À ciel ouvert », c'est un recueil de publications écrites au fil des ans par l'auteur sur son compte Facebook, puis Instagram, et dont une partie est liée à une histoire d'amour incandescente, vécue à ciel ouvert, comme le titre de son ouvrage l'indique, et des comptes Instagram comme celui de Morgane Hortin, qui s'appelle Amour solitaire, recense des pépites de conversations texto d'amour, de celui qui dit « tu me manques déjà » avant d'ajouter « alors que j'ai à peine fini de descendre les escaliers », jusqu'à ce texto de dernière pensée de l'un avant de s'endormir qui est suivi et qui obtient la réponse de la première pensée de l'autre en se réveillant. Bref, dès lors qu'on est tous de potentiels auteurs, alors pourquoi ne serions-nous pas tous de potentiels auteurs publiés? En tout cas, c'est ce que propose la société créée par un jeune Toulousain en 2013 qui s'appelle Mon livre SMS, qui vous propose la compilation d'années d'échanges SMS avec lettres aimées du premier SMS. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier message envoyé sur lequel vous aviez planché et au moindre signe de ponctuation près jusqu'au dernier, t'as pas acheté le pain, non mais c'est pas possible. Bref, le cadeau idéal ou pas à avoir offert il y a quelques semaines pour la Saint-Valentin. Pour autant, on reste sur des formats papier là, Jeanne. Absolument, mais la perméabilité du téléphone vers le livre n'empêche pas d'explorer celle du livre vers le téléphone. Un premier objet littéraire important est celui d'une auteure sud-africaine qui s'appelle Ukeshona Kwelanda. C'est une célèbre scénariste d'Afrique du Sud. Son ouvrage était paru, si l'on peut dire, en 2017, édité par Sanlam. Et en fait, sa spécificité, c'était que ce roman se lisait via WhatsApp. Le mode opératoire, c'était la fiction se divise en 7 parties et on recevait tous les jours, par l'application de messagerie WhatsApp, des échanges d'une famille, en l'occurrence, parce qu'il s'agissait, le pitch du roman, c'était une discussion téléphonique d'une famille sud-africaine en plein processus de deuil qui voulait enterrer un proche alors qu'elle avait très peu de moyens financiers. Ce qui est intéressant, au-delà du feuilletonnage, qui lui n'est pas nouveau, c'est la création d'une place étrange pour le lecteur, à moitié dans un rôle d'observateur, à moitié dans un rôle de membre de la famille, comme intégré à la narration. Et ça ressemble un peu, je ne sais pas si vous aviez suivi, il y avait un moment où il y avait cette mode des found phone games. C'était en fait un jeu où on
on s'emparait d'un pseudo-téléphone soi-disant perdu d'un inconnu. Il fallait résoudre une énigme en fouillant dans les données personnelles de l'usager. Ça ouvre en effet des perspectives sacrément nouvelles aussi pour les nouvelles formes de romans, non? Absolument. Ils ne seront pas manqués de remarquer les maisons d'édition ou les entrepreneurs qui ne comptent pas passer à côté de cette révolution de l'écrit qui fait tourner la page à 4000 ans d'histoire depuis la découverte du papier, du papyrus en Égypte et en Mésopotamie. Une application, elle s'appelle Hooked, accrochée. Elle a été téléchargée par plusieurs dizaines de millions de millennials. Son contenu, eh bien, c'est principalement de la littérature à suspense et son business model n'est pas idiot. Il s'agit de ne jamais délivrer plus de 6 minutes de lecture gratuite par jour, sans quoi il faut passer par le paywall. Et oui, est-ce que ça change au contenu? Eh bien, c'est une logique du cliffhanger à la fin de chaque partie gratuite, donc la littérature qui va doucement vers le cinéma et la série. Mais le plus gros secteur de cette expérience enrichie de la lecture numérique concerne peut-être celui des webtoons. Qu'est-ce que c'est les webtoons? Ce sont des mangas numériques. Et les deux grands acteurs coréens s'appellent Dome et Naver. Et eux, pour tenir leurs lecteurs en haleine, eh bien, ils n'arrêtent pas d'ajouter des fonctionnalités, parmi lesquelles la possibilité d'associer à la lecture des musiques ou des effets visuels. Bref, la lecture n'a pas donc été épargnée par la segmentation de notre attention, loin s'en faut. Et donc, est-ce qu'on peut se dire bonne nouvelle ou mort programmée de la littérature? Eh bien, je vous laisse juger en allant découvrir ces nouveaux formats par vous-même. Eh ben voilà, merci beaucoup Jeanne Dreyfus pour cette chronique. Et puis on lance ensemble la deuxième partie du talk tout de suite. On continue de parler santé mentale des collaborateurs et des jeunes aussi, et surtout avec notre invité en duplex aujourd'hui, Geoffroy Verza de Thiel. On parle évidemment des jeunes. Je voudrais aussi vous demander, puisque vous êtes au cœur du sujet, Geoffroy, quels sont les obstacles courants, habituels, qui sont rencontrés par les jeunes quand ils cherchent de l'aide pour leurs problèmes psychologiques ou psychiques? C'est quoi? C'est plutôt la peur, la honte de dire qu'on a besoin d'aide ou qu'on ne se sent pas très bien? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, un petit peu comme les adultes, il y a le sujet du tabou. C'est-à-dire qu'on a peur d'en parler à ses proches, parce qu'on a peur d'être catalogué un petit peu comme faible ou vulnérable, voire fou. Et donc déjà, le point de départ, c'est d'essayer de déculpabiliser et de sensibiliser au fait qu'on a tous une santé mentale et qu'on a tous intérêt à prendre soin de notre santé mentale au quotidien. Le deuxième problème après le tabou, c'est l'accessibilité. En fait, il y a beaucoup de choses qui existent pour les jeunes en termes de santé mentale, mais finalement, l'outil principal des jeunes, à savoir le digital, eh bien, finalement, il est assez peu utilisé par les pouvoirs publics. Et nous, quand on a construit Thiel, on a essayé justement de se baser sur ces nouveaux usages, plutôt des catégories plus jeunes. Vous parliez dans votre chronique du fait d'avoir des micro-contenus qui fait qu'en fait, on est capable d'assimiler du contenu de façon plus régulière aussi. Et ben, nous, on s'est basé aussi sur ces learnings pour créer des vidéos qui sont assez courtes, dans un format assez inspirant, qui fait que ça donne envie de passer du temps sur son téléphone, mais pour des raisons positives, c'est-à-dire pour des raisons qui sont pour sa propre santé. On a besoin de continuer à évidemment libérer la parole autour de ce mal-être aujourd'hui, notamment en communiquant sur ce sujet de la santé mentale. Alors je pense que c'est essentiel que les pouvoirs publics, les entreprises, les écoles, les collectivités et nous tous au quotidien, on puisse ne pas avoir peur de ce sujet-là. Nous, on essaie de développer une culture positive de la santé mentale où on a tous besoin d'améliorer notre estime de soi, notre résilience, notre équilibre vie pro, vie perso, etc. Et en fait, personne n'est un robot. Tout le monde a une santé mentale. Et donc, à partir du moment où on est capable d'en parler sans en avoir peur, et ben c'est comme ça qu'on va être capable de résoudre les problèmes le plus en amont et donc du coup éviter cette explosion de risques de dépression, d'anxiété, de pression négative, de problèmes de sommeil, etc. qui empoisonnent de plus en plus de gens. Geoffroy, vous parliez justement de ces applications numériques qui pourraient ou devraient être utilisées notamment par les jeunes pour s'adapter à leur nouvelle génération. Est-ce que vous pensez que les applications du type suivi de la méditation ou aide à se calmer le soir, à s'endormir, le suivi de l'humeur, ce sont des outils efficaces justement pour soutenir sa santé mentale? 100%. Alors en fait, nous, chez Thiel, on utilise ce qui se fait de mieux en termes de santé mentale, ça s'appelle les thérapies cognitives et comportementales.
Et en fait, dans ces thérapies cognitives et comportementales, il y a plusieurs techniques qui sont démontrées comme hyper impactantes, notamment la méditation, ça en fait partie, mais aussi des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, qui permettent d'un petit peu de réduire l'anxiété qu'on a et de, au fur et à mesure, améliorer la qualité de son sommeil, améliorer la confiance en soi. Et tous ces exercices, on peut les faire chez soi au quotidien hein, ou avec un outil digital. Et donc, on les a tous intégrés dans la solution TIL pour pouvoir faire en sorte que ça devienne des routines finalement au quotidien quand on est face à ce genre de défi ou qu'on voit qu'on se sent un petit peu moins bien. Pour vous, Geoffroy, la crise du Covid-19, la crise sanitaire a été une sorte de déclencheur, la levée du tabou quelque part, une partie du tabou sur la santé mentale des collaborateurs notamment. On en a parlé beaucoup pendant la crise. Est-ce que pour vous, la parole a commencé à se libérer à ce moment-là et de plus en plus d'outils se sont créés à ce moment-là aussi ? Alors absolument, en fait, il y a eu un double effet avec la crise du Covid. Il y a eu un effet très négatif. Hein. Le premier, qui était l'aggravation, tous les problèmes de santé mentale se sont aggravés, en particulier pour les jeunes. Donc on voit une explosion des risques psychologiques, dépression, isolement, problèmes de sommeil, etc. Donc ça, c'est le côté négatif de la crise du Covid, en plus évidemment de tous les autres problèmes sanitaires qu'il y a eu. Mais il y a eu un effet positif, c'est le fait de pouvoir mettre un feu de projecteur sur ce problème. Et depuis ce jour-là, nous, les interactions qu'on a eues avec les responsables des ressources humaines notamment, ils ont changé c'était le jour et la nuit finalement. Il y a 2 ans, ils nous disaient non mais la santé mentale, je ne peux pas m'en occuper, c'est pas mon problème. Et depuis le Covid, ils ont vraiment pris conscience du problème, du fait d'avoir de plus en plus d'employés qui sont absents parce qu'ils ne sont plus en état de travailler et d'avoir de plus en plus de collaborateurs qui s'en vont de l'entreprise parce qu'ils veulent protéger leur santé mentale. L'inquiétude et le mal-être des jeunes, Geoffroy, est-ce qu'il est aussi influencé par des facteurs notamment socio-économiques ? Je parle des jeunes, mais ça peut être aussi très bien les collaborateurs. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est tous égaux face à la gestion de notre santé mentale ? Alors évidemment, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Vous comme moi, on n'aura pas forcément les mêmes problèmes dans une entreprise en fonction des critères socio-économiques, des métiers aussi qui sont faits, des âges, des sexes. On n'aura pas du tout les mêmes problèmes. Et donc, notamment, c'est pour cette raison-là que dans la solution TIL, le fait de pouvoir comprendre quels sont ses besoins, quels sont ses risques, eh ben, c'est clé pour pouvoir ensuite avoir une démarche ultra personnalisée. Et effectivement, dans certaines catégories, notamment par exemple chez les jeunes, le risque, l'anxiété financière, par exemple, c'est un problème qu'on voit de façon prédominante, alors que c'est un petit peu moins le cas dans d'autres catégories socio-économiques. C'est-à-dire que vous arrivez à savoir qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui les collaborateurs et les jeunes parce qu'ils vous l'indiquent sur votre plateforme, c'est ça ? Exactement. Alors, il faut rappeler que toutes les données sont protégées, sécurisées et on en garantit l'inviolabilité, mais on collecte beaucoup de données. Et grâce à ces données, on est capable de faire beaucoup d'études sur quelles sont les causes de santé mentale. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel type de population a des risques et quels sont les sujets sur lesquels on peut les aider. Et donc, c'est ces données-là aussi qui sont utiles pour les organisations, les entreprises, pour voir quels sont les sujets sur lesquels ils peuvent aider, notamment s'ils s'aperçoivent qu'il y a un risque excessif de burn-out, par exemple, et ben on va pouvoir faire des formations spécifiques sur ce sujet dans l'entreprise. Je veux faire de la santé mentale de notre jeunesse une grande cause de notre action gouvernementale, acclamé devant les députés le Premier ministre Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale. On va suivre évidemment la mise en place de ces annonces et puis on va vous faire intervenir aussi si ça vous intéresse évidemment. Geoffroy, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour nous présenter TIL. Merci de nous avoir aidé aussi à y voir un petit peu plus clair sur ce sujet. On l'a dit et vous l'avez répété plusieurs fois, tabou encore aujourd'hui. Merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de TIL. Merci Geoffroy. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour votre chronique. Et puis nous, on se retrouve évidemment dès demain à 12h30 sur School TV. Merci beaucoup.